Bonjour Monsieur Le Déo, Bonjour. nous sommes à l'Assemblée nationale, vous êtes docteur en biochimie, vous êtes député de la Meurthe-et-Moselle Ouais. et vous êtes aussi premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc nous sommes ici parce que vous êtes donc titulaire d'un doctorat et vous avez un engagement politique qui est d'ailleurs aussi très en lien avec la science. Donc on aimerait savoir tout d'abord quelles compétences ont été développées pendant votre formation par la recherche. Bon, la formation par la recherche, ça développe d'abord la rigueur, ça développe l'expérimentation, c'est-à-dire la recherche de la preuve. Quand vous traitez un sujet, la vérification d'une thèse, et, et- et donc à chaque fois que vous émettez une hypothèse, il faut essayer de la démontrer. Ça donne donc je crois des qualités de rigueur obligatoirement. Ça permet de confronter ses idées et ses hypothèses à la réalité, et c'est très formateur. La formation par la recherche, à mon sens, est une très bonne formation pour les métiers qui sont les métiers qui se développent dans notre société, parce que vous êtes toujours confronté à changer, à innover, à trouver de nouvelles voies, et innover, c'est changer, et ce changement, il faut vérifier s'il est efficace, s'il est pertinent, et s'il va rapporter, si vous êtes dans une entreprise, s'il va apporter une amélioration en termes de compétitivité. Donc la formation à la recherche et par la recherche est une excellente école. Je disais école de rigueur et école de vérification d'hypothèses. Et donc j'ai eu cette chance dans un grand laboratoire du CNRS à Strasbourg, un laboratoire qui était dirigé par Paul Mandel, dans lequel il y a eu ensuite Pierre Chambon comme directeur, dans lequel plusieurs académiciens actuels sont passés par ce laboratoire. Je suis le seul qui est dévié et qui par hasard est venu à la politique. Alors justement, vous parlez de déviation, mais est-ce que cette formation ne vous a pas apporté aussi des choses par rapport à votre engagement politique? Quand vous parliez par exemple d'impulser des nouvelles choses, il me semble que justement c'est une des principales missions d'un homme politique. Je vais vous dire, je vais tout vous dire. Quand je suis arrivé au Parlement, j'ai effectivement pensé que de, de mettre une pincée de science dans la politique était quelque chose de très important. Bon, parce que on est dans un monde qui est plus souvent le monde de l'émotion que le monde de la raison. Et on est habitué, quand on fait de la recherche, à ne pas céder aux passions et aux émotions, et à essayer de raisonner. J'ai donc tout de suite pensé que je pouvais m'intéresser aux sciences, aux technologies, à la recherche, à l'enseignement supérieur, dans le monde politique. Mes collègues ont tout de suite été très heureux que je fasse ce choix, parce que ce n'est pas une des priorités premières du Parlement. Et donc on m'a dit, puisque tu es compétent en sciences, on pensait d'ailleurs que j'étais, comme Diderot, que j'étais capable d'appréhender la totalité des sujets, alors que je montrais bien qu'on était spécialisé que dans un tout petit sujet. Mais dès qu'il y avait un sujet scientifique qui allait des mathématiques à la physique, à l'innovation, à la vache folle, au sida, on disait voilà le Pensez à spécialiste. vous. Voilà le spécialiste. Bon, j'ai tout de suite dit que je ne pouvais pas être spécialiste de tout, mais on me disait si, parce qu'en politique c'est un sujet très large, et les sujets technologiques sont des tout petits sujets. C'est ce qui se disait il y a 20 ans. Ça a évolué depuis. Car depuis, la science a envahi le monde politique.
Est-ce une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, à condition que là encore on prenne, on prenne le sujet par le petit bout de la raison. Ce qui n'est pas toujours le cas, et je vous donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure. On a donc, la science a envahi la politique parce que beaucoup de sujets avaient des bases scientifiques et les politiques devaient traiter le sujet en appréhendant une partie de ces bases scientifiques, pas en devenant des scientifiques. Mais ça a été tous les sujets sur la bioéthique. Que ce soit la procréation médicalement assistée, les cellules souches embryonnaires, la génétique, tous ces sujets. Ensuite, le gros sujet, petit sujet au début de mon mandat, puisque c'était en indifférence générale qu'on traitait de ce sujet, des organismes génétiquement modifiés. Et on vient de le voir encore cette semaine. Venu sur le devant de la scène. Troisième grand secteur, c'est tous les dangers éventuels de la société, soit dangers en termes de maladies émergentes, soit dangers comme la vache folle, comme le virus H1N1, le sida, tout ce qui a émergé à un moment donné, on a dit c'est de la faute aux sciences et aux technologies, alors que c'est les sciences et les technologies qui peuvent l'expliquer, et pas les ondes électromagnétiques. Et puis donc c'est un peu les peurs, les nouvelles peurs de la société. On s'est adressé aux scientifiques, tout en les contestant d'ailleurs, pour essayer d'expliquer ces peurs, et tout le développement économique d'aujourd'hui, qui est basé sur des sciences, avec quelquefois d'ailleurs la société qui s'interroge, les nanotechnologies, mais sur le développement de l'informatique, les liens entre informatique et liberté, les liens entre informatique et enseignement supérieur, l'énergie, tous les thèmes énergétiques, la transition énergétique, le réchauffement climatique, et toutes ces questions qui sont des questions nouvelles qui sont apparues. Et donc, la base scientifique est devenue importante en politique, mais comme peu de parlementaires sont scientifiques, c'est quand même souvent l'émotion qui prime la raison. Et je viens de le voir une nouvelle fois dans cette affaire des OGM, l'OGM NK603, où une expérimentation bien mise en scène, moi qui étais scientifique, je n'avais pas l'habitude de relier l'expérimentation et la communication, mais bien mise en scène par la communication à plusieurs endroits, à Paris, à Bruxelles, donne un buzz médiatique. Et donc, on s'éloigne un tout petit peu de ce que devrait être le monde politique, à savoir d'essayer de travailler au fond les sujets. C'est un peu malheureusement ce qui se passe dans tous les sujets politiques. C'est des sujets qui arrivent très vite, qui de nouveau s'atténuent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et il faut commenter le sujet, car si vous ne commentez pas, vous êtes absent. Et c'est des temps courts, alors que finalement, la science doit se baser sur des temps très longs. Donc, qu'il y ait quelques sages, entre guillemets, parce que dans des maisons comme celle-ci, c'est, je crois, quand même une bonne chose, parce que ça permet à un moment donné de donner un autre avis. Et c'est en confrontant des avis qu'on va vers peut-être la vérité. Alors, donc, revenons à notre question de départ, à nos questionnements de départ par rapport au doctorat et à la place de ce diplôme en France. Quelles sont vos propositions? Je sais que vous avez été très investi sur ce sujet-là depuis longtemps. Donc, quelles seraient vos propositions pour mieux revaloriser ce diplôme? Moi d'abord, comme vous le dites, il y a longtemps que j'ai suivi cette question, puisque j'ai eu un rapport avec Pierre Coët, qui est le maire de Toulouse actuel, que Lionel Jospin m'avait confié sur priorité à la recherche, où une de nos grandes revendications, c'était de revaloriser, de donner un statut au doctorant et de revaloriser le diplôme de doctorat. On est en Europe dans un système LMD. Et on est en France dans un système où coexistent
différents types de formations universitaires et écoles d'ingénieurs. L'historique des écoles d'ingénieurs s'était terminé à Bac plus 5 et d'être embauché avec de bons étudiants bien formés. Le doctorat vient se surajouter à un système qui existait où les étudiants sortant de l'école des mines, sortant de Polytechnique, sortant de toutes les centrales, toutes les grandes écoles, pour une grande partie ne faisaient pas de doctorat. Ça change. Le jour, j'auditionnais le général qui commande une Polytechnique et qui disait que 25% des polytechniciens maintenant font des thèses. Donc ça va dans le bon sens. Néanmoins, ces deux systèmes font que le doctorant sortant de l'université, pourtant avec, comme je l'ai dit dans le début de l'interview, avec des qualités de formation high par la recherche, le doctorant n'a pas toujours trouvé sa place dans le privé d'abord, parce qu'il y avait des filières d'accès à certaines sociétés, pas plus que dans la fonction publique, dans laquelle on n'a pas donné l'exemple. Donc, dans les rapports successifs que j'ai faits, j'ai souhaité revaloriser le rôle du doctorant. J'ai fait un certain nombre de propositions. Elles émergent difficilement. Valérie Pécresse, par exemple, avait promis de trouver la revalorisation du doctorat en mettant le diplôme du doctorat dans les conventions collectives dans la fonction publique. Ça n'a toujours pas été fait. Donc j'ai préparé avec une équipe la campagne de François Hollande. Ça a été indiqué dans le discours de Nancy de manière très claire. Il reste maintenant à le traduire. Les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche ont lieu actuellement. Ces assises territoriales vont commencer le 2 octobre, elles vont terminer le 22 octobre à Brest, et il y aura les assises nationales à Paris. Le Premier ministre m'a chargé de faire la transcription législative de ces assises et de faire le lien entre le Parlement et les assises. Il est évident que je redirai ce que j'ai déjà dit, par exemple dans un dernier rapport, l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques, que j'ai rendu cette année avec un député UMP qui est Claude Biraud, où je dis, bien sûr, qu'il faut faire reconnaître l'expérience acquise pendant le doctorat comme une expérience professionnelle, et pas seulement comme une expérience académique, donc ça va au-delà du statut, qu'il faut proposer aux docteurs des formations complémentaires à l'entrepreneuriat, qu'il faut leur donner la possibilité de pouvoir bénéficier d'un congé pour création d'entreprise, qu'il faut utiliser dans certaines périodes au cours de la carrière une part importante de leur temps à travailler comme consultant scientifique, qu'il faut faciliter l'accès des docteurs au concours d'accès à la haute fonction publique, qu'il faut reconnaître le diplôme du doctorat LMD dans les conventions collectives, qu'il faut améliorer la visibilité des docteurs vis-à-vis de l'entreprise, peut-être en organisant comme les Suisses une journée des docteurs à Lausanne, l'Université de Lausanne le font, et qu'il faut accélérer la mise en place des formations en alternance et en apprentissage dans l'enseignement supérieur, et y compris pour les docteurs, et promouvoir la formation à l'entrepreneuriat dans les écoles de management. Ça, c'est plus sur l'entreprise, vous me direz, parce que c'est un rapport sur l'innovation. Mais dans l'entreprise, ce qui m'a marqué dans mon premier rapport, c'est que sur les docteurs formés en France, d'abord, ils n'ont pas augmenté depuis 20 ans, depuis 15 ans. Deuxièmement, ils vont un peu plus dans l'entreprise, mais pas suffisamment encore. Et troisièmement, c'est que, comme tous n'ont pas accès aux fonctions de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui est logique, il reste des docteurs qui n'ont aucun emploi, qui n'ont pas d'emploi. Donc je serai amené à faire des propositions sur ce thème dans ma traduction législative et réglementaire. Car on ne peut pas, dans un pays, former des gens à très haut niveau si on n'a pas prévu l'insertion professionnelle. Alors ça signifiera peut-être, il y a peut-être des disciplines où il y a trop de docteurs formés. On dit, mais il faut l'étudier, je dis bien avec des réserves, que dans certaines disciplines de sciences humaines et sociales, il y a des docteurs qu'on utilise comme main-d'œuvre et puis sans se préoccuper de leur insertion et de leur formation. Donc c'est des questions qu'il faut aborder et qu'il faudra aborder.
mais néanmoins, je crois qu'il y a de la place pour des gens formés dans notre société, et que si jamais on n'est pas capable de trouver de place pour ces gens qu'on a bien formés, ça veut dire qu'on a fait une gabegie financière en dépensant beaucoup d'argent pour former un certain nombre de jeunes qui, pour certains, dans les disciplines scientifiques, comme ils ne trouvent pas d'emploi chez nous, vont à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a payé globalement l'investissement qui va servir au développement d'autres pays. Alors toutes ces questions, je les ai abordées. On les aborde beaucoup à l'Office parlementaire ici d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On travaille sur les liens entre sciences et société. On essaye de vulgariser les questions pour nos collègues députés et sénateurs. Et on joue un peu le rôle de passerelle entre le Parlement et le secteur de la recherche, le secteur de l'enseignement supérieur et le secteur de l'innovation et de l'industrie, au moins technologique. Merci beaucoup, Monsieur Le Déaut. Voilà.